les nouveaux métiers, l'investissement, c'est des moteurs extraordinaires. Regardez, les emplois qu'on a aujourd'hui, on ne les imaginait pas certainement il y a 10 ans. Vous avez un téléphone portable dans votre veste, probablement, vous l'avez sûrement éteint. Ce téléphone portable, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était tout à fait incroyable. Donc tout ça, le monde est plein de progrès. Juste, il faut savoir où ce progrès va se situer. Est-ce qu'il sera en Chine? Est-ce qu'il sera au Brésil? Est-ce qu'il sera aux États-Unis? Ou est-ce qu'il sera en Europe? Et si possible, est-ce qu'il sera en France? C'est vraiment comme ça qu'il faudra réfléchir. Mais il n'y a pas que l'emprunt. Il n'y a pas que l'emprunt. Il y a tout ce que font nos universités, il y a tout ce que font nos centres de recherche. L'emprunt, c'est un plus. C'est pas eux qui ont inventé le iPod. L'emprunt, c'est un plus. L'emprunt, c'est un plus. Et on ne doit pas être totalement... On doit être rivé sur la sortie de crise, parce qu'il n'y a pas de solution. Si on reste dans la crise, ça c'est sûr, on n'aura pas le taux de croissance dont on a besoin. Donc on doit sortir de cette crise, continuer à investir pour sortir de cette crise, continuer à soutenir budgétairement, continuer à soutenir ce début à nouveau de croissance. Et en même temps, il faut faire les réformes de fond, les réformes structurelles dont notre pays a besoin. Il a besoin de réformes structurelles. Je vous prendrai un exemple. Dans le domaine des retraites ou dans le domaine de l'assurance maladie, on ne peut pas moralement considérer qu'il est juste qu'il y ait des déficits dans le domaine de l'assurance maladie. C'est pas juste, parce que vous ne pouvez pas faire soigner votre grippe, ou pire, malheureusement, vous ne pouvez pas faire payer ces soins par une autre génération. Vous les faire payer par votre génération. C'est une solidarité, c'est bien normal, mais il faut qu'elle soit dans cette génération. Et donc là, il faut que nous travaillions encore plus. On n'était pas loin de l'équilibre dans le domaine de l'assurance maladie. On était à 3-4 milliards d'euros de déficit, on venait de 12, on n'était pas loin de l'équilibre. La crise a fait que toutes les recettes ont chuté. On doit remettre sur le métier cela. Est-il normal que dans les retraites, pour payer nos retraites, est-il normal de faire appel à l'emprunt? Non. Non, le régime par répartition, c'est par principe un régime par répartition. Donc il faut là aussi continuer, il faut là aussi réfléchir ensemble, d'une manière juste, d'une manière équitable, entre Français, à se poser des questions en réalité qui devraient être consensuelles à un moment donné. Est-ce qu'on veut sauver notre régime par répartition? Si oui, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour pouvoir le sauver? C'est pas normal que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants qui demain paieront notre retraite. Pour continuer, puisqu'on a voulu être pédagogue ce soir, il y a très peu de gens qui savent comment l'État s'endette. C'est vrai, à qui est-ce qu'on emprunte de l'argent et comment fait-on? Ben voilà, la réponse c'est qu'en général c'est à des institutionnels qu'on emprunte de l'argent, par exemple à ceux qui ont besoin d'une signature forte et de pouvoir emprunter sur 30 ans, les assureurs, les fonds de pension. Regardez un extrait d'un documentaire qui s'appelle Faut-il avoir peur de la dette et qui nous montre exactement comment on lève 4 milliards en quelques minutes sur 30 ans. Ces investisseurs institutionnels, ce seront d'abord des assureurs, puisque parmi les détenteurs français de dettes françaises, environ 30% est constitué de sociétés d'assurance. Ce sont par exemple les contrats d'assurance vie qui ont comme support d'investissement des titres d'État, donc les titres que nous émettons pour financer l'État. Ce sont aussi dans d'autres pays les fonds de pension, tous les investisseurs institutionnels qui gèrent de l'épargne à très long terme. Tous ces investisseurs ont besoin d'un instrument de placement très sûr. Et donc leur instrument de placement privilégié, ce sera des obligations à taux fixe émis par des agents économiques de très grande qualité. Des agents économiques qui ne font pas défaut, à qui on peut faire confiance sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça, par excellence, ce sont les États. Ouais, c'est pas mal de faire un petit point avec Hérault. Je vais faire un point avec On fait un point avec la Banque de France. Alors en pratique, on vend la dette par un processus qu'on appelle une adjudication, c'est-à-dire que l'Agence France Trésor va créer des titres de dette, qui sont donc des obligations, des bons du Trésor, les obligations à long terme, les OAT, et ces titres de dette sont vendus au cours d'un événement particulier qu'on appelle une adjudication. Il s'agit d'une enchère. Et donc, naturellement, nous allons servir en priorité les banques qui auront demandé les prix les plus élevés. 3 milliards 190. Oui. Ah, c'est bien. 5 milliards, c'est bien. En plus, 5 minutes avant. 5 milliards avec les 2 tiers des participants, c'est bien. Là, c'est bon. C'est bon signe. 7 milliards 2. Pour 18 participants. Plus que 2 minutes, oui. Ça ne change pas, là. Non. 7 milliards 3. On est toujours à 18 participants. 7 milliards 4. 98. 20 secondes. 7 milliards 825. 20 participants. C'est bon, on contribue. On contribue. On y va. Eh ben, c'est parfait. C'est parti. Ça y est, c'est c'est super. diffusé.
Voilà, maintenant on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas comment ça se passe. Hein. Ça se passe comme ça, exactement. C'est l'agence France Trésor qui est située à Bercy, qui dépend de Christine Lagarde, et qui va sur les marchés emprunter l'argent dont la France a besoin. Je remarque que le gouvernement critique souvent les marchés financiers, mais apparemment il en a bien besoin pour écouler ses dettes. Hein. Non, il ne critique pas tous les marchés financiers. On a besoin de marchés financiers. La crise, ça a été justement le blocage des marchés financiers, l'absence de liquidité. On critique l'opacité dans certains marchés financiers. Le président de la République, il a pris la tête de ce combat. Donc, c'est pas ça. Ici, là, c'est des fonctionnaires très compétents qui empruntent ce que la France a besoin pour financer, non, ils ne sont pas payés au pourcentage, qui gagnent nettement moins que dans le privé, pour financer sa dette. Et les personnes qui, en réalité, prêtent de l'argent à la France, ont confiance en la France. On a une très bonne notation, vous savez qu'il y a des notations, et donc on paye en fonction de cette notation. La France, comme l'Allemagne, a une notation très remarquable et durable. Donc les marchés, ces gens qui placent leur argent, c'est quand même, ils font un peu attention. Donc ils placent leur argent, ils le placent en France, ils achètent des bons du Trésor et ils le placent en France parce qu'ils ont confiance en la France. Et on sait, juste, je voudrais pour que ce débat avance, on a vu le cas de la Grèce, il en était question d'ailleurs au soir 3, les mesures d'austérité sont prises, on a vu comment on perd sa bonne notation, hein, un État comme la Grèce, quand on est bien noté comme la France, tout le monde vous prête de l'argent, le jour où vous êtes moins bien noté comme la Grèce, plus personne ne vous en prête, et là il y a de très gros problèmes, il y a la menace de banqueroute, vous êtes mis sous surveillance, on sait que d'autres pays en Europe, ça pourrait leur arriver, est-ce que ça pourrait arriver un jour à la France? Sandra Moatti, vous dites que vous n'avez pas peur de la dette, vous pensez que ça ne peut pas arriver à la France, ce qui est arrivé à la Grèce, ça n'a rien à voir avec la dette? Je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver à la France. Je veux dire, tout est possible et un dérapage de la dette publique. Enfin, je veux dire, la dette publique est quand même, enfin, la dette d'une manière générale, pas d'ailleurs uniquement publique, mais peut être prise dans des dynamiques incontrôlables. Et on ne peut plus payer ses fonctionnaires parce qu'on est obligé de rembourser des intérêts. Et non pas qu'on fasse faillite comme l'avait dit le Premier ministre il y a quelques années, parce qu'un État ne fait pas faillite, mais effectivement, on peut faire défaut. Et à ce moment-là, on fait défaut à ces emprunteurs internationaux notamment, qui vous le font payer très cher pendant très longtemps. Cela dit, je crois qu'il faut quand même remettre les choses à peu près à leur place. La dernière fois que l'État français a fait défaut, c'était à la Révolution française. Depuis, ça n'est plus jamais arrivé. Contrairement à ce que disait M. Duclos tout à l'heure, l'État français a déjà été endetté durablement dans le passé au-dessus de 100%. Pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, la dette publique française était supérieure à 100%. Elle a bondi jusqu'à 150% au lendemain de la guerre. Et comment a-t-elle été payée? Non, mais juste, je termine ce que je suis en train de dire. À l'heure actuelle, l'État français paye un taux d'intérêt de 3,5% sur sa dette, à peine plus que l'État allemand. À moyen terme. À 10 ans, oui, sur les taux à 10 ans, bien sûr. Beaucoup plus bas à court terme. Beaucoup plus bas à court terme. C'est pour ça d'ailleurs que l'agence France Trésor ajuste, etc. Les gens sont très très compétents pour ça. Et personne absolument ne parle de dégrader la note de l'État français. J'aime pas trop parler des agences de notation parce que elles se sont pas illustrées par leur comportement et leur crédibilité pendant cette crise. Mais là, il me semble qu'on n'est pas du tout dans l'ordre de la Dominique Régnier. Juste un mot, parce que l'argument par l'histoire a sa limite. On ne peut pas dire dans le passé, ça s'est passé autrement, donc ça se passera toujours de la même façon que dans le passé. C'est un peu ce que vous avez dit. Non, mais quand on brandit la menace de défaut, je voudrais simplement dire que ça fait juste 200 ans que c'est pas arrivé. Non, mais ça, c'est pas un argument. D'abord, au début de l'émission, on nous expliquait que les États ne faisaient pas faillite, et maintenant on parle de banqueroute possible. Et on le sait, c'est vrai pour la Grèce, c'est vrai pour le Portugal, c'est vrai, c'est compliqué pour l'Italie, c'est compliqué pour beaucoup de pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous empruntons... Vous n'avez jamais vu un État liquidé... Oui, bon, d'accord, ne jouons pas sur les mots. Nous empruntons tous les jours pour rembourser les crédits qui arrivent à terme. Or, nous avons tendance, et nous le savons, à emprunter de plus en plus cher. On ne maîtrise pas les taux d'intérêt. C'est pas le cas. On emprunte de moins en moins cher. Vous ne savez pas ce qui se passera dans 15 ans. Vous ne maîtrisez pas les taux d'intérêt, vous n'avez pas la souveraineté là-dessus. J'ajoute de plus que ce qui, à mon avis, élimine l'argument historique. Nous sommes dans une situation singulière. L'Europe et la France aussi, malgré notre bon taux de natalité, nous avons une population qui vieillit. Donc il y aura des coûts de plus en plus importants liés au seul fait du vieillissement. On ne peut pas l'éviter, cela. Premièrement, ce point-là démographique s'impose à nous. Deuxièmement, nous avons un problème écologique. Je n'y reviens pas, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis nous avons cette globalisation qui nous oblige à réinventer l'économie, puisqu'aujourd'hui, elle s'est déplacée plutôt vers l'Asie, le Pacifique, et nous avons, nous, à profondément réformer nos systèmes économiques. Ce n'est pas la même chose d'être très endetté dans une France comme celle-là que dans la France que vous parlez il y a 200 ans, où nous étions en gros les maîtres du monde, avec une population de 28 millions d'habitants qui était la plus importante de l'Europe, et jeune en plus. Ça n'a plus rien à voir. La situation a profondément changé. Et le fait qu'aujourd'hui,
nous n'ayons pas la sûreté, l'assurance